Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On enchaîne la partie clinique du cancer pulmonaire. Donc on va voir les diagnostics positifs et bien sûr les examens paracliniques. Quelle est votre conduite médicale devant un cancer bronchique? Toujours tous ces supports sont dans la description. Maximum de partage chers collègues pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Et on commence. Premièrement, quels sont les signes d'appel d'une néoplasie bronchique? Dans la plupart des cas, les cancers bronchiques sont diagnostiqués malheureusement tardivement. Toujours lorsqu'on dit diagnostic tardif, veut dire mauvais pronostic. Les symptômes et les signes évocateurs peuvent être liés à soit à la tumeur, ça c'est à retenir, notez bien ces quatre facteurs-là. La tumeur elle-même peut être évocateur de quelques symptômes, on va les voir dans quelques diapos. L'extension loco-régionale, la dissémination métastatique et dernièrement le syndrome paranéoplasique. Toujours, tumeur, elle a la pathologie paranéoplasique, ça on avait vu précédemment en oncologie et hématologie. Donc, toute sueur nocturne, amaigrissement, tout ça, on appelle le syndrome paranéoplasique, il est évocateur d'une néoplasie malheureusement. Donc, la tumeur elle-même, l'extension loco-régionale, la dissémination métastatique et là c'est très tard à traiter, et le syndrome paranéoplasique. Tout ça, ce sont des signes révélateurs de la pathologie néoplasique. Donc si on vous pose la question, le cancer bronchique peut être découvert grâce à des, ou bien cause à des symptômes qui sont liés à quoi? La tumeur elle-même premièrement, l'extension loco-régionale, soit bronchique, soit en extrémité, et les métastases malheureusement tardif et syndrome paranéoplasique. Commençons premièrement par les pathologies ou bien les symptômes liés à la tumeur elle-même. Donc, le symptôme majeur, c'est la toux. Une toux inexplicable chez un patient qui est déjà connu par des facteurs de risque. J'espère que vous avez les cités précédemment. Donc, fumer plus de 20 paquets à l'année, pollution, facteurs génétiques, tout ça, ça va entraîner donc une toux inexpliquée. Donc, un patient pourra être susceptible de développer cette pathologie néoplasique. Le wheezing, parfois, cette masse tumorale, pourquoi un wheezing? Donc, c'est pas de l'asthme, faites attention. On a fait parler de ça précédemment, je vous ai dit. Un wheezing qui se retrouve chez un patient qui est adulte ou bien âgé, c'est pas de l'asthme. Il ne s'agit pas de l'asthme chez un patient qui est âgé. L'asthme, c'est une pathologie infantile. Elle est retrouvée généralement ou bien manifestée dès l'enfance. Un patient âgé plus de 50 ans qui a un wheezing, donc fort probablement, très fort probablement, il s'agit d'une masse qui se situe au niveau du trachée qui est responsable à ce wheezing-là. Donc, wheezing ou sibilant. C'est la masse tumorale donc, qui va bloquer les voies aériennes et elle va causer ce wheezing ou ces sibilants. Donc, je répète, wheezing chez un patient qui est âgé, plus de 50 ans, c'est pas un asthme. Faites attention, il ne s'agit pas d'un asthme tardif. Il s'agit bien sûr fort probablement d'une néoplasie ou bien d'un cancer bronchique. Donc, la bronchopneumopathie, PCO, on avait vu ça précédemment. Dans la bronchopneumopathie, on a parlé de la notion de sibilant, les suppurations, on avait parlé des abcès, bien des suppurations profondes, pourraient être réactionnelles à une masse tumorale. L'envahissement loco-régional, la masse lorsqu'elle envahit un paquet vasculo-nerveux, ça va être responsable de douleur, d'une dyspnée, ça c'est à retenir, une paralysie phrénique du nerf phrénique, dysphonie, le nerf récurrent. On va revoir ça dans les tumeurs de la thyroïde, dysphagie, des fistules, un syndrome pleural, un syndrome cave supérieur, on avait parlé de ça dans multiples pathologies, dans les masses médiastinaux, et même une masse, une douleur trachéo-œsophagienne. Donc je répète, la toux, le wheezing par l'envahissement du trachée, la bronchopneumopathie, donc là voilà, une pathologie au niveau de l'œsophage, plutôt au niveau de trachée, un syndrome pleural réactionnel, donc un épanchement qui est réactionnel à la pathologie tumorale. Vous pouvez consulter le cours des syndromes pleuraux ou bien des épanchements pleuraux.
parmi les épanchements pleurales qui sont exsudatifs. Donc, c'est les épanchements réactionnels à une pathologie néoplasique. L'envahissement, il va se manifester par la douleur, qu'on avait dit, la dyspnée, la paralysie de multiples paquets vasculo-nerveux, un syndrome cave supérieure. Le voilà, l'obstruction de la veine cave supérieure due à la masse tumorale lorsqu'elle est située au niveau de l'apex. On va voir ça dans le syndrome de Pancoast et Topias. Notez-vous bien ce terme-là. Et dernièrement, à un stade qui est un peu avancé, le patient il pourra avoir de l'hémoptysie. Donc là voilà, une hémoptysie sanglante devant une néoplasie bronchique malheureusement. Gardez-vous bien tous ces symptomatologies, majoritairement là tout. Je répète pour la troisième fois, pas de wheezing chez bien pas d'asthme chez un patient âgé. Votre diagnostic probable c'est cancer bronchique, les suppurations, les épanchements pleurales réactionnels, syndrome cave supérieure, chez ça aussi, toute manifestation qui a relation par un envahissement d'un paquet nerveux. Dernièrement, c'est l'hémoptysie. Donc ça, c'est premièrement la symptomatologie liée à la tumeur. Là, c'est le syndrome de Pancoast et Topias. Voilà. Donc, on dira qu'il s'agit d'un syndrome de Pancoast-Topias. Il est aussi appelé, ainsi sur cette plaque-là, aussi appelé le syndrome apico-dorso-vertébral. Notez-vous bien ces deux nomenclatures. Il est pris le plus souvent par une pathologie rhumatismale. Et malheureusement, ce dernier, c'est parmi les signes révélateurs d'une pathologie néoplasique. Qu'est-ce que ça veut dire ce syndrome de Pancoast et Topias? Lorsqu'on dira un syndrome de Pancoast et Topias, notez ça bien, c'est une tumeur qui se situe au niveau de l'apex. Cette tumeur, elle est située entre C8 et D1. Et si vous vous souvenez de votre anatomie, donc c'est le lieu de passage de multiples nerfs sympathiques. Donc ça va donner un syndrome de Claude Bernard Horner, myosis, ptosis et ophtalmie. Et elle va donner aussi une lyse osseuse au niveau de l'apex et des douleurs. Donc si vous avez un patient qui a des douleurs, un syndrome de Claude Bernard et Horner, atteinte des fibres sympathiques unilatérales. Syndrome de Claude Bernard Horner, on a vu ça précédemment en neurologie. C'est l'association de myosis, ptosis et ophtalmie. Lyse osseuse et douleur. Donc ça, c'est une tumeur pulmonaire qui est apicale. C'est pour cela, d'où la nomenclature. Syndrome apico-dorso et vertébral. Apico, c'est la masse apicale. Dorso, c'est les douleurs. Et vertébrale, c'est pour l'atteinte ou bien l'envahissement des vertèbres ou bien plutôt des fibres sympathiques qui ont une origine vertébrale. Donc là, voilà toujours syndrome de Pancoast et Topias. Il correspond à l'infiltration du plexus cervical inférieur par la tumeur de l'apex pulmonaire. Il est responsable de quoi? Une atteinte qui va prédominer le territoire de C8 à T1. Ça, c'est de l'anatomie. Et ça va donner une douleur importante, notez ça bien. Un syndrome de Claude Bernard et Horner, myosis, ptosis et pseudo-ophtalmie. Et dernièrement, en radiologie, vous allez voir une masse qui se situe au niveau de l'apex. Donc, je répète, qu'est-ce que vous voyez là? Donc, vous voyez une atteinte des fibres sympathiques unilatérales. Ah, voilà. Donc, ptosis, myosis et ophtalmie. Donc, ça, c'est une atteinte des fibres sympathiques unilatérales, donc qui innerve en face. Avec qu'est-ce que vous notez là en radiographie? Donc, ce qui est illustré là en flèche rouge, c'est une opacité. Donc, située au niveau de l'apex, fort probablement une masse tumorale. Donc, masse tumorale, premièrement, douleur costale dans votre examen clinique. Deuxièmement, troisièmement, le signe ou bien le syndrome de Claude Bernard et Horner qui témoigne des atteintes des fibres sympathiques. Donc, ophtalmie, myosis, ptosis. Là, vous allez évoquer le syndrome de Pancoast-Topias. J'insiste sur le syndrome de Pancoast-Topias. Souvent, il est posé par, plutôt comme question dans un contexte clinique. Si vous avez, je répète pour la troisième fois, une masse au niveau de l'apex, premier trépied. Deuxièmement, syndrome de Claude Bernard et Horner. Le voilà, on avait vu ça avec détail en neurologie.
Et troisièmement, une douleur par l'envahissement ou la lyse osseuse. Cette triade-là, ce trépied, il est appelé syndrome apico-dorso-vertébral ou bien Pancoast et Topias. Évoquez-vous, dans ce cas, malheureusement, une néoplasie ou bien un cancer de l'apex. J'espère que c'est clair pour le syndrome de Pancoast et Topias. Passons maintenant au deuxième signe révélateur, c'est l'extension de cette tumeur. Donc, trois signes généraux, c'est l'asthénie, l'anorexie, voilà la triade, un amaigrissement, des métastases au niveau du foie, malheureusement, de l'os, des glandes surrénales, voire le cerveau. Donc, si on vous pose la question, quelles sont les localisations les plus fréquentes des métastases? Donc, le foie, premier lieu, premier ordre, suivi par l'os. Notez-vous bien ces quatre titres-là par ordre de fréquence, sont souvent posés comme question, et surrénal, et quatrièmement le cerveau. Comme signes généraux, comme toute néopathologie, donc on note une asthénie, une anorexie, la triade des trois A appelée aussi, les trois signes cardinaux, et un amaigrissement. On va voir cette notion d'amaigrissement dans le syndrome paranéoplasique. Ne confondrez pas le syndrome des trois A, le voilà à gauche. Asthénie, anorexie, amaigrissement, lié à l'extension de la pathologie, avec le syndrome paranéoplasique. Les métastases, je répète, par ordre de fréquence, foie, os, surrénal, voire cerveau. Donc ça, c'est deuxièmement pour l'extension. Troisièmement, le voilà, le syndrome paranéoplasique. Donc, on dira qu'il s'agit d'un syndrome paranéoplasique. Donc, c'est un ensemble de signes cliniques qui sont toujours accompagnateurs de toute pathologie. Il associe donc des sueurs nocturnes, qui sont profuses, une fièvre inexpliquée avec un amaigrissement plus de 10% de la masse corporelle. Donc, on avait parlé toujours la réapparition d'un syndrome paranéoplasique chez un patient qui est déjà connu par pathologie tumorale, c'est un signe majeur de rechute. On avait parlé de ça presque dans toute pathologie, soit en gastro, en oncologie. Donc, syndrome paranéoplasique va accompagner toujours toute pathologie. Il associe, je répète, une fièvre inexpliquée, l'inflammation nocturne, les sueurs profuses. L'inflammation, elle est considérée comme corps étranger et là, voilà la notion d'inflammation. Ça, c'est de l'anatomopathologie. Et dernièrement, un amaigrissement, mais qui doit être supérieur, je répète, à 10% de la masse corporelle. Donc, si vous vous souvenez de votre anatomopathologie, ça serait très facile de diagnostiquer un syndrome paranéoplasique. Ça, c'est pour les signes révélateurs. D'autres signes ou bien d'autres syndromes aussi sont révélateurs de la pathologie néoplasique. On citera deux syndromes. Vous êtes censé de les garder aussi. On note aussi le syndrome de Pierre, Marie et Bomberger. Vous êtes censé de les garder encore, par cœur plutôt, et le différencier entre le syndrome de Pancoast et Topias et le syndrome de Schwarz-Barter. Trois syndromes que vous êtes censé de garder par cœur dans cette partie. La triade, où il y a le syndrome de Pancoast-Topias. Leur triade, j'espère que vous avez la cité. Deuxièmement, le deuxième syndrome, ce qui est illustré à gauche, c'est le syndrome de Pierre-Marie Bomberger. Donc, c'est une entité qui est associée, citez-vous bien, un hypocratisme digital. Le voilà en A. Ça, c'est de l'hypocratisme digital, signé d'insuffisance respiratoire chronique. Vous pouvez consulter le cours des IRC pour plus d'informations. L'apparition périostée au niveau des os longs, de polysynovite et des douleurs articulaires. Donc là, voilà des douleurs articulaires, la polysynovite et l'hypocratisme digital. Donc, on appelle ça le syndrome ostéo-arthro-hypertrophiante pneumonique ou bien le syndrome de Pierre-Marie Bomberger. Donc, c'est parmi les signes révélateurs d'une néoplasie pulmonaire. Là, voilà en B une néoplasie pulmonaire qui est responsable de cette manifestation. Donc, je répète deuxièmement, syndrome Pierre-Marie Bomberger, hypocratisme digital, apparition périostée des os longs et la polysynovite avec des douleurs articulaires. Donc, pathologie presque rhumatismale qui est liée deuxièmement à un syndrome ou bien une pathologie tumorale. Dernièrement, le syndrome de Schwarz-Barter, donc,
Il est rencontré essentiellement dans les cancers bronchiques de petites cellules. On va voir en anatomopatologie les fréquents types histologiques du néoplasie bronchique. Donc, c'est une sécrétion inappropriée de hormones antidiurétiques ou bien le syndrome SIADH, SIADH, sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Qu'est-ce qu'elle va entraîner cette dernière? Elle va entraîner une rétention d'eau, une hyponatrémie de dilution, donc qui pourra être conduite vers un coma, la mort en cas d'absence thérapeutique. Donc, complications majeures liées ou bien accompagnateur de la masse tumorale, donc syndrome de Schwarz-Ebarter, dysfonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire. S'il y a un syndrome de CIADH, sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique, hyponatrémie par dilution et mortalité malheureusement. Le traitement de ce syndrome de Schwarz-Ebarter, il consiste à remonter l'anatrémie de manière qui est très lente. Vous allez voir ça dans réanimation et la pathologie endocrinienne. Donc, on ne corrigera pas directement ce trouble. Ça va donner un œdème cérébral. Ça, c'est de la physiopathologie. Donc, on traite le syndrome de Schwarz-Barter en remontant l'anatrémie, donc de façon qui est progressive afin d'éviter la mortalité. Donc, trois syndromes que vous allez garder en tête. Le syndrome de Pankastet-Topias, le premier là qui est le plus évident. Gardez-vous là, gardez-le en tête. Syndrome de Pierre-Marie et Bomberger, si on vous pose la question, parmi les manifestations suivantes, quelles sont qui vont être évocateurs d'une pathologie ou bien d'un cancer bronchique? Citez-vous premièrement le syndrome de Pankastet-Topias, syndrome de Pierre-Marie Bomberger, le voilà, syndrome de Schwarz-Ebarter ou bien une sécrétion inappropriée du hormone antidiurétique, SIADH, syndrome paranéoplasique, toujours comme toute pathologie, mais il n'est pas spécifique à la néoplasie pulmonaire, bien bronchique, l'extension, donc le syndrome des 3A, et gardez-vous en tête les 4 localisations métastatiques, foie, os, surrénal et cerveau. Donc ça c'est tout pour la partie clinique, la découverte d'un cancer bronchique. On continuera très prochainement ce cours, on va voir les examens paracliniques à prescrire. Merci pour votre attention, chers collègues. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.